2 mois, il n'aura fallu que 2 mois avant que ne survienne ce qui pourrait être le plus gros scandale qui peut-être ébranlera François Bayrou depuis sa nomination à Matignon le 13 décembre dernier. Le Premier ministre est accusé d'avoir menti en assurant n'avoir jamais été informé des faits présumés de violence, d'agression sexuelle et de viol commis au collège-lycée Notre-Dame de Bétarame. Affaire révélée par Mediapart et d'autres médias qui démontrent, preuve à l'appui, que François Bayrou était bien au courant des faits. Au-delà du mensonge et des négligences graves dans ce dossier, c'est aussi la politique du gouvernement et des gouvernements successifs en termes de lutte contre les violences faites aux enfants qui interroge. On en parle tout de suite avec mes invités du Fond de l'Info. Et pour m'accompagner dans cet échange, Mathieu Slama, bonsoir. Bonsoir. Essayiste habitué du plateau. Julien Théry qui nous rejoindra dans quelques instants. Et par la visio, Arnaud Gallet, activiste des droits de l'enfant, cofondateur de Move Enfant et ancien membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Civise. Bonsoir Arnaud Gallet. Bonsoir. Alors, avant de vous donner la parole à tous les deux, je vous propose de revenir sur cette affaire, ce scandale Bétarame, avec le sujet de Haut de Cazorla. Les preuves s'accumulent contre la défense du Premier ministre. Cela fait une semaine que François Bayrou dément avoir eu connaissance des agressions sexuelles et des violences qui ont lieu dans l'établissement privé catholique de Bétarame entre les années 1960 et 2010. Des documents et témoignages révélés par Mediapart suggèrent pourtant que le Premier ministre aurait été informé des faits lorsqu'il était ministre de l'Éducation après une première plainte déposée en 1996. Le juge d'instruction de l'époque a même confirmé aux médias d'investigation avoir rencontré l'élu et lui avoir tout dit des viols mis au jour par son enquête. Ce matin sur RTL, le député LFI Manuel Bompard a réagi en dénonçant un scandale d'État. Je crois qu'on est face à, malheureusement, ce qui s'apparente de plus en plus à un scandale d'État. On parle d'une affaire qui est une affaire d'une incroyable gravité. On parle de 112 plaintes de violences et de violences sexuelles pendant une durée qui est quasiment une durée de 50 ans. Et on parle de M. Bayrou, qui a été ministre de l'Éducation nationale dans cette période, président du conseil départemental. Il était ministre de l'Éducation de 93 à 97. Exactement. Et lui dit que la première plainte, elle est en 98. Mais ça, c'est factuellement faux et vous pouvez le vérifier puisqu'il y a eu une plainte pour violence en 1996, donc pendant la période dans laquelle M. Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Et puis, il a été président du conseil départemental, et puis il a été député de cette circonscription, et on apprend depuis, et tout ça est largement documenté par plusieurs médias. À l'issue du Conseil des ministres ce matin, la porte-parole du gouvernement a rappelé que celui-ci se rangeait derrière la parole du Premier ministre, qui a par 2 fois réfuté ces accusations devant l'Assemblée nationale. Alors, Arnaud Gallet, on parle de 112 plaintes recensées à ce jour mettant en cause donc, des prêtres et des surveillants de pensionnats. C'est une affaire assez grave qui connaît ce tournant politique qu'on observe aujourd'hui. Oui, bon, c'est une affaire grave, effectivement. Après, je pense que, vous savez, la polémique politicienne, moi, je comprends bien qu'on puisse demander la démission de François Bayrou, etc. On voit bien qu'il y a un enjeu à ce niveau-là. Moi, nous, notre point de vue à Move Enfant, vous savez, c'est de se dire qu'on est sur un établissement scolaire. Vous avez donc 112 plaintes. 112 plaintes pour des faits de violence sexuelle, mais également des actes de torture et de barbarie donc sur des enfants. Et nous, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est que personne ne va sur quelque chose qui est essentiel, à savoir que l'établissement reste ouvert. En fait, Bayrou, c'est sympa, il n'y a pas de problème. Moi, j'entends bien qu'il y a un jeu, etc. On peut se dire, en plus, il n'est pas le seul à ne pas avoir dénoncé. Malheureusement, il avait effectivement des responsabilités. Après, ce qui est intéressant, c'est de faire une enquête et de voir qui était informé et n'a rien fait. Et on voit bien que le cas de Bétarame, comme beaucoup... Alors, vous savez, je me permets de réagir un peu de cette manière-là parce que, en fait, si vous voulez, on a l'impression d'être surpris. Il y a eu un rapport qui est sorti quand même en 2021, le rapport donc, de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. J'ai moi-même fait partie donc, des 22 signalements qui ont été faits. Ce rapport disait quoi? Qu'il y avait eu 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans. 13 enfants par jour, une boucherie pédocriminelle, et 23% de ces crimes ont eu lieu dans des établissements privés sous contrat. Ces établissements ne sont pas sous contrat avec le bon Dieu, ils sont sous contrat avec l'Éducation nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question qui est posée dans le cadre de Bétarame, et
On peut se poser la question, combien de Betaram y a-t-il finalement si 23% des crimes ont lieu au sein d'établissements privés sous contrat? Le sujet, c'est celui-là. Donc moi, de savoir aujourd'hui que des députés LFI ou d'autres bords, etc., aillent sur François Bayrou, nous, notre priorité, si vous voulez, c'est de se dire, protégeons les enfants. Aujourd'hui, on a un établissement qui est ouvert, qui accueille des enfants, et donc qui est sous contrat avec l'Éducation nationale, où on vient interroger ça. Pire, c'est un établissement qui a également un agrément jeunesse et sport, qui accueille, et donc des prêtres accueillent des enfants le week-end, etc., etc. Est-ce que Betaram est un lieu, quand il y a 112 plaintes sur un établissement, je rappelle juste parce qu'on a l'impression que c'est du passé, juste pour la petite histoire quand même, c'est essentiel, on parle de faits entre 1950 et 2010. 2010, c'est pas le temps des dinosaures, ni 1950, si je peux me permettre, avec un peu de respect quand même qu'on peut avoir pour les personnes qui viennent, qui sont nées dans des, enfin, je veux dire, au siècle dernier, parce que c'est François Bayrou qui allait sur ce terrain-là. On dit que 2010, c'était hier. Et donc, nous, notre question qui est posée, c'est de se dire, OK, pourquoi pas la démission de François Bayrou, etc. Faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, on comprend bien les enjeux de responsabilité. Nous, la question, c'est fermer Betaram, parce que Betaram met en danger encore aujourd'hui des enfants. Et nous, on s'est déplacés pas plus tard qu'hier. Et comme par hasard, il n'y a pas grand monde en fait d'un point de vue politique. Il y avait un peu de pluie, mais on n'a pas vu d'écharpe en fait autour de nous. Donc voilà, moi le sujet que j'ai, vous voyez, je le dis avec un peu de colère parce que j'entends bien qu'il y a un enjeu derrière de faire tomber le gouvernement Bayrou, etc. Nous, notre enjeu principal, c'est de protéger les enfants. Et donc on se dit effectivement après qu'il y a des chaînes de responsabilité, qu'on fasse une enquête, il n'y a aucun problème. Je vais plus loin, j'arrête là-dessus parce que c'est important vraiment d'être global pour moi dans la réponse enfin la question que vous me posez. Bien sûr. Pourquoi le ministre de l'Intérieur, par exemple, ne réagit pas non plus? On est dans un établissement, je vais vous dire pourquoi. En face du collège, vous avez un prêtre, je vais donner son nom parce qu'il n'a pas été condamné par la justice, mais il a été condamné par un tribunal canonique. Vous savez que nous, victimes de pédocriminalité dans l'Église, on a l'impression d'être citoyens du Vatican. Donc nous, en fait, on n'a pas la justice française parce que les faits sont prescrits, grâce à Dieu, mais on a donc le tribunal canonique. Voilà, on relève du Vatican, c'est comme ça. Une fois qu'on a été violé comme moi par un prêtre, on a l'impression d'être citoyen du Vatican. Et donc, le tribunal a condamné ce prêtre-là, donc a reconnu comme victime un monsieur qui était présent avec nous hier, qui s'appelle Jean-Marie Desbos, qui est un monsieur Desbos, pardon, qui est un monsieur qui a énormément de courage, etc., donc qui a été violé dans cet établissement. Ça a été reconnu. Et vous savez quoi? Le tribunal donc l'a condamné. Il n'a plus théoriquement à officier ou quoi que ce soit. Et bien, ce monsieur, il est revenu à Betaram. Il a une chambre juste en face du collège et tous les jours, il fait la messe. Et donc, moi, la question que je pose à Bruno Retailleau, donc notre ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, comment se fait-il qu'on peut à un moment donné laisser en toute impunité une organisation comme celle-là et maintenir en fait un prêtre qui est condamné, dont la responsabilité est reconnue, qui a violé des enfants, etc. Et je vais plus loin. Est-ce qu'on ferait la même chose? Je le pose ici avec, je sais pas, on imagine si c'était par exemple une organisation judaïque, etc. On peut imaginer que c'était des musulmans, etc. J'ai pas l'impression. Je pense qu'on fermerait directement l'établissement, il n'y aurait aucun problème. Tout le monde comprendrait, ça poserait pas de problème. Là, comme par hasard, c'est Betaram, c'est le lieu, en fait, c'est intéressant, on est sur les terres de Pierre Bourdieu, donc on est bien dans la reproduction, c'est bien de mettre son gamin à Betaram, puisque Betaram, il dresse les enfants. Et donc, ça pose de problème à personne. Nous, on dit encore aujourd'hui, les enfants sont en danger à Betaram, fermez Betaram, et c'est ce que demandent les victimes, en fait. Hein. Les victimes, elles disent pas, elles sont 112, effectivement, à se plaindre. J'attire votre attention, d'ailleurs, que depuis l'action, maintenant, elles sont plus de 120. Hein. Il y a 10 nouvelles plaintes qui viennent de tomber. Donc, vous imaginez le mouvement. Les langues se délient de plus en plus dans cette affaire. Mais elles se sont toujours déliées, c'est ça le sujet. C'est que nous, victimes, on a toujours parlé. En fait, elles se délient parce que les gens, aujourd'hui, déposent plainte. Il y a un mouvement. Les victimes, vous savez, on a un message politique. On parle pour protéger les enfants. Et c'est ce que font, en fait, les personnes de Betaram. Et on ne les entend pas, en fait. C'est ça qui est insupportable. Et c'est pour ça que la récupération derrière qui vise à dire... Et elles le disent, les victimes. Moi, je ne suis pas leur porte-voix, mais je peux vous dire, j'en ai parlé, qui me disent, mais nous, on ne demande pas forcément la démission de François Bayrou. Nous, la priorité, c'est de fermer Betaram parce que des enfants sont en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, oui, il y a une polémique, on voit bien, etc. Enfin, on connaît un peu le sujet, on sait bien qu'on est quand même dans une instabilité politique, etc. Très bien. Moi, je ne réagis pas directement là-dessus, même si je suis convaincu aussi. On avait eu Cahuzac qui avait menti devant la représentation nationale. Bon, il avait démissionné, bon, très bien. Après, on peut le dire, ça peut aller très vite, etc. Pas de problème. Moi, notre priorité à nos enfants, c'est de protéger les enfants. Et c'est de se dire aujourd'hui qu'on a donc des enfants en danger et que personne ne lève le petit doigt, ni Elisabeth Borne, donc ministre de l'Éducation nationale, ni la ministre des Sports, ni le ministre de l'Intérieur. Je ne parle même pas du ministre de la Justice, etc. Donc, on est dans quelque chose où ça doit se limiter à est-ce que François Bayrou doit démissionner ou non. C'est magique, ce truc.
Il y a des gamins qui sont en danger, collège, lycée, etc., avec un prêtre pédocriminel face à eux, et on vient de nous dire, tiens, il y a une polémique avec François Bayrou, ouais, pourquoi pas. Moi, la polémique, c'est surtout de maintenir des enfants en situation de danger, c'est ça qui m'interpelle le plus. Mathieu Slama, vous êtes d'accord qu'on passe parfois à côté du fond de ce qui devrait intéresser et qu'il y a un laxisme clair aussi de la part de nos dirigeants qui ne voient pas la réalité, l'ampleur de cette catastrophe? Oui, pour réagir à ce qui a été dit, moi je suis d'accord. Il y a trois interrogations en fait autour. Enfin, et ces trois interrogations que moi j'ai eues en fait en découvrant tous ces faits et ce qui a été rapporté dans les médias. La première interrogation, évidemment, elle se porte sur François Bayrou. Est-ce qu'il savait ou pas? Est-ce qu'il ment ou pas? Visiblement, selon des témoins, il était au courant. Visiblement, d'autre part, c'était quelque chose qui était très connu à Pau, que ce lycée était il était de notoriété publique, que ce lycée était un lycée épouvantable, avec des faits de violence, etc., et de viol, qu'il y a eu, je veux dire, on parle d'une centaine de signalements, et je crois presque 100 plaintes. Il y a un peu moins de plaintes, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même visiblement tout le monde savait, comme on dit généralement. Donc évidemment une question se pose par rapport à François Bayrou, évidemment, et qui met en question sa responsabilité, sa moralité, etc., puisque je crois que quand il était député, parce que je crois que c'est au moment où il était député où il aurait potentiellement pris connaissance de ça, je dis bien potentiellement, il pouvait faire un signalement lui-même. Donc il y a sa première interrogation. La deuxième interrogation, évidemment, ça a été dit, mais comment ça se fait que ce lycée, cette école en tout cas, était sous contrat encore ? Quand il y a une école qui fait l'objet de plus de 100 signalements de violences, de viols, d'agressions sexuelles, etc., comment ça se fait qu'il ait été encore sous contrat? Donc ça, il faut qu'il y ait une enquête là-dessus, évidemment, pour comprendre comment ça se fait que l'État, parce que ça veut dire que l'État donne de l'argent quand c'est sous contrat, et en tout cas, il y a une responsabilité donc, de l'État derrière. Et je pense que le dernier point, et ça a été un peu évoqué par Arnaud Gallet, mais je veux lui réinsister dessus, c'est que derrière tout ça, il y a une question, moi je pense, qui est très importante, qui est l'autoritarisme à l'école, les violences à l'école, parce qu'il y a une idéologie derrière. On sait que ces lycées privés, notamment celui-là, était connu pour être particulièrement strict. Et que beaucoup de parents mettent leurs enfants... alors il y a une question de classe, comme ça a été dit, mais mettent leurs enfants aussi pour qu'il y ait une éducation stricte. Mais en fait, on se rend compte que cet autoritarisme-là, il est destructeur, il est porteur de violence et de faits absolument gravissimes, et qu'en fait, c'est toute une idéologie autoritaire à l'école, en fait, qui est remise en question. Et à mon avis, ce cas-là, évidemment, il n'est pas isolé. On sait qu'il y a plein d'autres cas de violence dans des écoles, notamment privées, sous contrat, etc. Donc, en fait, c'est plus globalement, je pense, une réflexion à avoir sur la question de l'autoritarisme à l'école et des violences et des souffrances que ça engendre, parce que derrière, il y a des victimes. Et le dernier point que je veux dire, c'est que j'ai été quand même étonné que François Bayrou, dans sa prise de parole, au-delà de la question est-ce qu'il ment ou pas, parce que ça, à la limite, moi, voilà, c'est qu'il n'ait pas eu un mot pour les victimes. Il n'est pas eu une seule fois. Le mot victime n'a pas été prononcé par lui. Et ça, je trouve que c'est une faute morale. Alors, Julien Terry, bonsoir. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Avant de vous donner la parole, on va écouter la porte-parole du gouvernement à qui on a justement soumis cette question à la fois concernant François Bayrou, son éventuel mensonge, mais aussi la responsabilité aussi de l'État d'aller essayer de régler la situation, régler le fond de la situation grave des violences faites aux enfants. On écoute la porte-parole du gouvernement, un poil gêné. Le Premier ministre s'est exprimé par 2 fois à l'Assemblée nationale, s'est exprimé hier au Sénat. Je n'aurai aucun commentaire supplémentaire, évidemment, ici dans ce compte-rendu. Troisièmement, ce point n'a pas été évoqué en Conseil des ministres ce matin. Et quatrièmement, je voudrais rappeler qu'une plainte pour diffamation a été déposée par le Premier ministre. La plainte va donc suivre son cours. Elle a été déposée, la plainte? Je ne sais pas. Elle va être déposée ou elle a été déposée. Voilà. Alors, Mathieu, Arnaud et Julien, Arnaud et Mathieu ont insisté sur le fait qu'on avait une situation grave de fond qui est de la protection des enfants dans ce genre de cas. On est quand même, il faut le dire aussi, en face de ce qui pourrait être
un scandale d'État d'avoir un Premier ministre qui ment devant la représentation nationale et qui est contredit par des preuves et des témoignages des victimes. C'est aussi une violence faite aux victimes d'avoir le Premier ministre qui nie des faits dont on sait qu'il a eu au moins les échos. Ouais, on voit bien aux diverses réactions qu'en réalité, la protection des enfants, les victimes dans cette affaire et dans les autres similaires, qui sont nombreuses puisque c'est un problème structurel, c'est absolument le dernier des soucis de François Bayrou et du gouvernement. Tout ce qui les intéresse, c'est une triste gestion de crise habituelle qui consiste essentiellement à retourner l'accusation de manière complètement absurde. Là, on a vu cette porte-parole qui dit François Bayrou a porté plainte. Oui, va peut-être porter plainte. On sait pour diffamation. Quelle est la diffamation? En face de preuves qui sont dévastatrice, absolument écrasante. Je veux dire, le dossier que Mediapart a mis en avant, qu'il a complété ensuite face aux dénégations trop hardies, évidemment, de François Bayrou, j'invite tout le monde à aller voir. C'est fou. Enfin, je veux dire, on voit très bien que Bayrou a géré cette affaire. Il a eu connaissance de tous les éléments. Et il a statué dans le sens de l'étouffement, comme c'était la tradition, comme c'est la tradition dans l'Église catholique depuis longtemps. Alors, ça l'est plus trop depuis peu, en général. En tout cas, c'est ce que le pape veut désormais, mais enfin, il y a encore une culture qui est là, et c'était la sienne, c'était celle de François Bayrou, cette même culture qui va dans le sens que décrivait Mathieu, absolument désastreux pour les enfants, d'un autoritarisme absolument aveugle, et du refus de toute remise en cause de l'institution. Alors, en l'occurrence, là, effectivement, c'est évidemment un énorme scandale d'État qu'on essaie d'étouffer par tous les moyens, en faisant la politique de l'autruche, sachant qu'il y a quand même derrière l'essentiel des médias qui vont faire vraiment le minimum syndical. Or, pour qu'il y ait scandale, je vous renvoie à ce que c'est que la tradition du scandale, qui d'ailleurs est une tradition chrétienne. Le scandale, c'est ce qui, justement, remet en cause les principes généraux de la communauté, et c'est un des fondements, en réalité, du christianisme. Ça déclenche l'indignation collective parce que c'est inacceptable. Pour qu'il y ait scandale, il faut qu'il y ait un espace public qui fonctionne. Pour qu'il y ait un espace public qui fonctionne, dans les démocraties, je vous renvoie à Bermas, notamment, à ses travaux, mais enfin, pas besoin de grands noms, il faut des médias qui soit pluriel, qui ne soit pas inféodé à des gens, des grands intérêts financiers, qui se sont aussi d'ailleurs inféodés les gouvernants. On voit bien comment n'importe quoi peut passer maintenant, y compris une situation comme celle-là dans laquelle Bayrou est pris en défaut d'une manière évidente sur un sujet absolument gravissime comme celui-là. Et pour finir, le premier réflexe de François Bayrou, qui doit regretter peut-être aujourd'hui, quoique je ne sais pas, parce que la stratégie de com de crise, c'est de tout dénier, puisque derrière, on n'a pas des médias qui vont aller nous titiller. Mais s'il a menti immédiatement, en disant non, pas du tout, je ne sais rien de cette affaire. Il a évidemment menti grossièrement, je renvoie encore aux éléments de Mediapart. C'est parce qu'il y a un sentiment d'impunité totale de la part des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et ça nous renvoie à une situation générale. Et on voit bien comment Mediapart peut empiler... Je prends Mediapart parce que c'est un média emblématique de ce point de vue-là, qui fait un travail absolument nécessaire, peut empiler les démonstrations de corruption les unes derrière les autres, sans qu'en fait, une de plus, une de moins, il ne se passe rien. C'est-à-dire que les mécanismes par lesquels la société se défend contre la corruption, aujourd'hui, sont grippés. C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez Alexis Kohler, je veux dire, quelqu'un qui est le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, qui est manifestement en cause dans des affaires de corruption, là encore, évidentes, pour favoriser des grands intérêts familiaux, peu importe le détail. Ça fait des années que ça dure, que les preuves sont accumulées, il est toujours là. Et dernièrement, il était convoqué devant une commission d'enquête parlementaire à ce sujet, et il a dit tout simplement « je ne viens pas ». En retournant, exactement comme Bayrou et la porte-parole du gouvernement l'ont fait là, dans cette autre affaire, en retournant complètement le raisonnement, d'une manière grotesque et burlesque, mais ça passe, et en disant c'est pour protéger la séparation des pouvoirs. Parce que moi, j'appartiens au pouvoir exécutif, ça c'est une commission parlementaire, donc le législatif, donc pour protéger la séparation des pouvoirs, le grand principe de Montesquieu, je n'ai aucun compte à rendre. Alors que c'est l'inverse, évidemment. C'est parce que les pouvoirs sont séparés qu'ils doivent se contrôler mutuellement. Donc on est face à des gens qui nous embrouillent en fait en permanence, qui font passer le vrai
pour le faux, les victimes pour les bourreaux, pour ceux qui ont commis les méfaits. C'est absolument confondant. Arnaud, je reviens vers vous pour parler aussi peut-être d'un acteur qu'on n'entend pas, dont le silence est assez assourdissant, le clergé notamment. On en parlait un petit peu, l'évolution que veut le pape François notamment sur ces questions n'a pas l'air très suivi par le clergé français notamment. Vous savez, alors je me permets juste, si je peux me permettre de réagir un peu Bien sûr. avant, je réponds à votre question. Moi, je ne suis pas forcément entièrement d'accord avec vous sur la question des médias. Vous savez, hier, on a fait une action à Betaram, justement avec des victimes. On était, comme d'habitude, une dizaine de survivantes et de survivants en fait, à se mobiliser par rapport à ça. Et je peux vous dire qu'on avait à peu près une vingtaine de médias de tous bords, on va dire, qui étaient présents. Alors, pas des bords, effectivement, comme CNews, etc., pour pas les nommer. Mais par contre, on avait quand même des retours médias avec toute la presse régionale qui était mobilisée et sur laquelle s'est appuyée en fait, toute l'enquête de Mediapart. C'est-à-dire que Mediapart, aujourd'hui, sort un papier qui, en réalité, s'appuie quand même sur un travail qui a été fait remarquable, notamment par la République des Pyrénées, qui a un travail quand même assez fort. Le Parisien aussi a beaucoup travaillé là-dessus avec sa correspondante. Et je peux vous dire que si on n'avait pas les médias, nous, victimes, vous voyez, on n'est pas énormément en fait, à prendre la parole. En fait, notre parole, elle vaudrait absolument rien. Donc moi, je sais que personnellement, je remercie infiniment les journalistes pour le travail remarquable qui est fait, y compris au niveau, je trouve, on a vraiment, on peut être entendu parce que justement, ça parle et parce qu'il y a une vraie incompréhension. Hier, les journalistes qui étaient là, même en off, nous disent mais comment se fait-il que ce soit encore ouvert ? C'est-à-dire que les personnes, même qui devraient rester dans une forme, personne ne comprend ce truc en se disant mais c'est incroyable ça. Alors après, pour revenir à la question du clergé. Peut-être, si je peux me permettre, Arnaud, peut-être c'est au niveau peut-être du questionnement de la responsabilité politique qu'on voit parfois certains écueils. Juste pour donner un exemple, Benjamin Haddad, qui était l'invité de France Info ce matin, n'a jamais été interrogé sur cette affaire, alors que c'est l'affaire du jour. C'est juste de questionner le politique. Je vois ce que vous voulez dire. Mais c'est vrai, vous avez raison que cet événement est couvert, effectivement, par de nombreux médias. Donc voilà. Non, mais je comprends effectivement ce que vous voulez dire, etc. Alors après, au niveau du clergé, vous savez, ce qui est compliqué, c'est pour ça qu'on attend une réaction en fait du ministre des Cultes notamment, et même plus largement de l'État, et voire même de la justice, pour une justice quand même d'exception, quand on dit que dans ce pays, il y a eu 330 000 victimes, encore une fois, de pédocriminalité dans l'Église, et on n'a même pas dénombré, et c'est important de le dire, les enfants en situation de handicap qui sont 5 fois plus exposés selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc on peut imaginer, certains disent, allez, fourchette basse, on a 1 500 000 victimes. C'est bien que l'Église quand même est à l'initiative des structures, des institutions qui ont accueilli des enfants en situation de handicap, etc. Écoutez, le clergé, c'est assez simple en réalité de répondre. L'Église a fait quelque chose de vachement bien, à mon sens, je vais le dire de cette manière-là. Elle a reconnu un dysfonctionnement systémique. Comment voulez-vous qu'une organisation qui dysfonctionne puisse elle-même apporter des réponses à ses propres dysfonctionnements quand c'est autant massif ? C'est impossible. Donc l'Église, elle fait quoi ? Elle fait du service après-vente, elle crée des petites commissions, elle continue à broyer des victimes. Vous savez, moi j'ai même failli, je le dis systématiquement, je fais partie des 22 signalements, pour aller très vite, donc fait par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Moi, ils avaient connaissance des faits. Ils savaient que j'étais violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans, et on m'a remis en fait des éléments de preuve en disant, vous savez que vous avez un avocat, vous savez que l'effet de mon dénonciation, à l'époque, c'était 4 ans. C'est 4 ans en fait au niveau de la prescription, donc en grosso modo, je peux rien faire contre eux. Bon, déjà, ils ont de la chance que je sois quelqu'un de non-violent, si on peut dire les choses comme ça, parce que je trouve ça quand même assez dur. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, en fait, ils m'ont indemnisé. Ils m'ont indemnisé, pour tout vous dire, moi, ils m'ont donné 60 000 € en disant, voilà, c'est ce qu'on fait en fait. Mais c'est quoi ? C'est le prix du silence. C'est-à-dire que soit d'un côté, on a la prescription, nous c'est ça le combat qu'on a derrière, soit d'un côté, on a la prescription, et c'est pour ça qu'on demande l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, soit on a la prescription qui nous dit évidemment, c'est une injonction à se taire, parce qu'on dit aux victimes, c'est bon, allez, next, c'est du passé, etc. Soit avec l'Église, maintenant c'est magique, on a, le prix du silence. C'est passé sous le tapis. Là-dedans. Et c'est bien pour ça, en fait, que l'Église, en fait, moi je commande pas, on voit bien, en plus ils sont enquistants dans les trucs, on parlait de l'abbé Pierre il y a pas longtemps, etc. Mais qui est responsable dans ce pays quand une institution dysfonctionne ? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, moi j'arrête pas de prendre l'exemple, on le sait bien, quand une mosquée, par exemple, a des prêches douteux, qu'est-ce qu'on fait ? Généralement on ferme, on se dit on met ça sous contrôle judiciaire, ou je sais pas trop quoi, bref on fait tout le truc, il n'y a aucun problème, on communique vachement bien là-dessus, etc.
Quand on est à Bétaram et qu'on a un prêtre pédocriminel qui certes n'est pas condamné par la justice, mais qui est condamné par le tribunal canonique, qui a une interdiction d'exercer et qui continue à faire la messe tous les jours face à une école et qu'en plus une chambre qui donne sur le collège, ça pose de problème à personne. On se dit, quand même, qui réagit? C'est pas l'Église là qui va réagir puisqu'il dysfonctionne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que inévitablement, il faut que ce soit l'État. Et l'État, il fait quoi? Il fait rien. Il fait rien du tout. Nous, on demande, je le redis quand même, qu'on leur retire à minima leur agrément, de ministère jeunesse et sport, qu'ils puissent plus accueillir d'enfants comme ils le font le week-end tranquillement. C'est les prêtres qui accueillent encore des enfants. On se dit, on est dans un truc, ils ont massacré des mômes, on leur confie aujourd'hui encore des mômes sans problème, etc., en fermant les yeux. On peut se poser la question des parents, mais quand les parents eux-mêmes se posent pas ces questions, qui doit agir? L'État. Point barre. C'est facile comme truc en réalité. Toutes les conditions sont réunies. Quelle autre institution pourra avoir 112 plaintes? Et même on est à 120 aujourd'hui. Je le sais, je suis en lien avec justement le collectif de victimes qui a encore reçu 10 nouvelles plaintes de personnes. Et forcément, elles vont s'additionner. Et il faut attendre quoi en fait? Il faut attendre le chiffre 300, 500, 10 000 pour qu'on ferme une institution ou on continue à se dire, et puis on se dira dans 10 ans, ah bah mince, il y avait encore des victimes à Bétaram, c'est bizarre, on pensait que ça se passait bien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'Église, moi, je ne veux pas les défendre, mais franchement, ils ont eu au moins le mérite de dire qu'ils reconnaissaient un dysfonctionnement systémique, ils sont enquistés dans leur truc hyper compliqué. Je ne sais pas comment ça... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état de droit. Moi, je ne suis pas citoyen du Vatican. Moi, ce que je souhaite, ce qui m'intéresse, ce sont les enfants. C'est de me dire que n'importe quel enfant, n'importe quelle religion par religion, juif, catholique, musulman, etc., qui on veut, évidemment, ils n'appartiennent pas ni à l'institution, ni machin, ni à des parents, quoi que ce soit. L'État est garant, en fait, de la sécurité des enfants. Et là, l'État est en faillite complète, et c'est pour ça que moi, ce truc sur Bayrou, je ne sais même pas quoi en dire. Bien sûr que moi aussi, je me dis, qu'il démissionne, j'en sais rien, mais ça ne résout pas le problème que des enfants soient en danger. Moi, ma priorité, c'est celle-là, je le redis. Et par contre, je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur l'Église, puisque déjà, je n'ai pas forcément confiance en regardant mon histoire, si je peux dire les choses comme ça, mais moi, je ne suis pas encore une fois rattaché à l'Église. Moi, je suis un citoyen de la République française, et je demande au gouvernement que l'État français se bouge, en fait, par rapport à ça, et c'est quelque chose qui me semble normal, et on a l'impression qu'il faut, je sais pas, on a l'impression à chaque fois qu'on nous regarde, et je vous dis, toutes les victimes pensent ça, moi, pour discuter avec les victimes de Bétaram, parce que c'est quand même avec elles, c'est pour les soutenir qu'on a fait cette action, nous à Bétaram, on était hier, elles disent, mais nous, ce qu'on veut, c'est que, parce qu'en plus, nous, on a des élèves qui sont venus nous voir, importante, je vais vous raconter une histoire, on a des élèves qui sont venus nous voir, du collège, enfin du lycée, pardon. Et au début, ils disaient, mais oui, mais ce que vous faites, quand même, ça peut... Ce sont des ambassadeurs de leurs parents. Et ce que vous faites, ça peut jouer sur la question de la notoriété de l'établissement. Donc moi, je leur explique. Je leur dis, nous, on fait ça, j'ai été victime moi, quand j'étais enfant, c'est pour vous protéger. On peut comprendre que pour vous, forcément, il faut le comprendre aussi. Le désengagement de l'État crée un peu du trouble à l'ordre public. Donc ça veut dire que ça peut avoir un impact, il ne faut pas le nier, pour les élèves quand même qui sont accueillis. Enfin, je veux dire, vous êtes accueilli à Bétaram, vous êtes élève, vous vous dites, ça pose des questions. Et il y avait hier un père de famille. Et il me dit, mais monsieur, je me permets de vous poser la question, vous pensez que mon enfant est en danger? Je fais, monsieur, vous avez 112 plaintes. La même réflexion, c'est toujours la même. C'est toujours, ça arrivera jamais à mon enfant. Et quand ça lui arrive, parce qu'on l'apprend 10-15 ans plus tard, on se pose des questions. Mais qui doit être garant de ça? Si le père n'est pas capable de le faire, qui doit protéger les enfants? L'État. Point barre. Donc l'État, bim, il y a 112 plaintes, fini. Vous gardez un pédocriminel dans vos rangs, on ferme le lieu, c'est fini, paf. Ça, on le sait, et on n'en discute plus. Circuler, il n'y a rien à voir. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des victimes comme moi qui font l'aller-retour entre Paris et Bétaram. C'est très sympa au demeurant, même s'il pleuvait un peu hier, pour tout vous dire. Ça a l'air assez joli. Mais est-ce que c'est normal, en fait, que nous, une fois de plus, on mette notre énergie là-dedans? Et c'est là où on en est aujourd'hui. C'est de se dire qu'on est obligé de ramener, en fait, cela à quelque chose qui est essentiel, à savoir la protection des enfants, qui vise à dire, en fait, de la bouche de victimes comme moi et d'autres, en fait, je parle pour moi et pour protéger les enfants d'aujourd'hui. Et on n'est pas capable encore d'entendre ce discours politique, malgré, et là, c'est important de le dire, malgré la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a porté quand même aussi cette parole-là et qui a été mise en place par Emmanuel Macron lui-même en 2021. Donc on se dit à un moment donné, franchement, on marche sur la tête. Et c'est pour ça que pour moi, ce qui me semble important, c'est pas tant le positionnement de l'Église, qui est une organisation qui dysfonctionne, et au moins qu'elle le mérite, il n'y en a pas beaucoup qui le font, de dire qu'effectivement ils avaient un dysfonctionnement systémique. Mais théoriquement, si vous voulez, logiquement, on ne prend pas uniquement une photo avec le rapport Sauvé quand on s'appelle Emmanuel Macron et qu'on est président de la République, pour le dire comme ça. Et d'ailleurs, ça concerne, je pense,
les députés de tous bords. Moi, j'aurais bien aimé entendre, par exemple, le député LFI, là, M. Vanier, dire à un moment donné, vous savez, la commission d'enquête, les députés l'avaient refusé initialement, une commission d'enquête sur, sur les abus sexuels dans l'Église. C'est pour ça que l'Église a créé la SIAZ, parce que ça, on oublie de le dire. Les députés, les représentants du peuple avaient refusé en fait de créer ça. Je le sais très bien parce que nous-mêmes on l'avait demandé. Et donc c'est pour ça que on va l'écouter, Paul Vanier, justement, qui aujourd'hui réclame une commission d'enquête sur les défaillances du contrôle des établissements privés sous contrat. Paul Vanier qui interpelle justement l'État à ce sujet. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, hier, ici, vous avez menti devant la représentation nationale, devant tous les Français. Je vous ai interrogé sur votre conduite face à la révélation d'agressions sexuelles, de violences et de viols commis sur au moins 112 élèves de l'établissement privé béarnais Notre-Dame de Bétharram. Vous m'avez répondu n'avoir jamais été informé. Vous avez menti. Mediapart révèle que vous receviez encore le courrier recommandé d'une victime en mars 2024. J'ai rappelé qu'alors ministre de l'Éducation, vous aviez manifesté votre soutien à l'établissement après une première plainte pour violence sur un élève. Vous m'avez répondu ne plus être ministre au moment de son dépôt. Vous avez menti. La plainte fut déposée en 1996. Vous quittiez le ministère l'année suivante. Monsieur le Premier ministre, vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Le mensonge d'un ministre devant la représentation nationale, a fortiori du premier d'entre eux, est d'une immense gravité. Que votre mensonge porte sur une affaire pédocriminelle ajoute à l'inacceptable. Allez-vous, monsieur le Premier ministre, en assumer toutes les conséquences et présenter votre démission? Je vous remercie. Mathieu, on peut quand même questionner effectivement ce que font les gouvernements successifs depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, depuis bien avant, mais Emmanuel Macron, comme le disait Arnaud Gallet, qui a été à l'initiative de la Ciivise et qui aujourd'hui, on peut le constater, n'est pas aussi, aussi actif, aussi téméraire pour prendre à bras le corps ce combat. Oui, alors déjà, une première remarque, c'est vrai que, comme le disait un peu Arnaud Gallet, il est quand même un peu dommage qu'il faille qu'il y ait un scandale national et donc un travail fouillé de journalistes d'investigation pour qu'on parle de ce sujet et qu'on en fasse une affaire nationale. On se rend bien compte que, au fond, c'est quand il y a scandale, quand tout d'un coup, potentiellement, politiquement, ça prend une ampleur, qu'on se met à en parler et à demander des comptes. Et ça, c'est vrai que je comprends qu'il puisse y avoir par rapport à ça un certain agacement au regard, en effet, du caractère systémique de ce problème et du fait qu'en plus que là, on parle, et je le redis, et c'est quand même ça qui est le plus frappant pour moi dans cette histoire, on parle d'un lieu où c'était connu localement, où les gens savaient visiblement, et qui est un établissement qui aurait dû fermer depuis très longtemps, et où sévissaient tout un tas de choses qui sont totalement criminelles et qui ont fait des centaines de victimes. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un point là-dessus qui est un peu, je peux comprendre l'idée de, finalement, on n'en parle que quand il y a scandale. Mais maintenant, il est évident que va se poser pour France politiquement, si on parle de politique maintenant, on est bien obligé quand même un peu d'en parler, François Bayrou est dans une situation très compliquée. Parce que là, en effet, peut-être d'abord que Mediapart va sortir d'autres informations. À mon avis, l'enquête n'est pas finie. Voilà. Et puis, deuxièmement, ça complique les choses pour lui par rapport à tous ces sujets de censure, etc., etc. Et ça va mettre la pression à un certain nombre. Et là, encore une fois, je suis désolé de parler de politique, ça paraît un peu minable par rapport à la gravité des faits, mais il faut en parler quand même un petit peu. Évidemment, pour François Bayrou, pour sa situation personnelle, qui est évidemment moins importante, comme Arnaud Gallet l'a dit, que les faits qui sont en question, en effet, ça le fragilise énormément. Et je pense qu'il y ait une enquête parlementaire, ça serait... c'est évidemment nécessaire et que la lumière soit faite sur cette affaire. Mais encore une fois, et si je peux dire un dernier mot par rapport à ça,
finalement, au final, qu'il y ait une action politique, qu'on ferme l'établissement ou non, qu'il soit plus sous contrat demain ou quoi que ce soit, etc., au fond, ça ne réglera pas le problème de fond, qui est, je le redis, idéologique. Il y a quelque chose et structurel. C'est-à-dire que le fond de l'affaire, au-delà évidemment de la gravité extrême, voilà, c'est la manière dont on envisage l'école, la manière dont on envisage l'éducation, la manière dont on laisse encore un certain nombre d'établissements, notamment privés, mais pas seulement, mais surtout privés, mettre en œuvre des méthodes éducatives d'un autre âge, d'un autre siècle. Et qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens, par exemple, à la télévision, des psychiatres, pédopsychiatres, etc., qui expliquent que la punition est une bonne chose, qu'il faut punir les enfants, etc. Et qu'au fond, ce sujet de la violence vis-à-vis des enfants à l'école, elle est aussi liée à un système structurel, idéologique, qui considère que finalement, il faut mater, il faut dresser les enfants. Et au fond, je pense qu'on ne réglera pas le problème de fond juste par la justice et des actions politiques, etc. Il y a quelque chose là qu'il faut remettre en cause de fond en comble. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'aujourd'hui, on voit réapparaître une espèce d'idéologie ultra-autoritaire, réactionnaire sur l'éducation. Voilà, et on en reparlera après peut-être dans le deuxième sujet. Notamment par des mouvements d'extrême droite. Évidemment, voilà. Et donc ça m'inquiète. Et enfin, juste, je trouve quand même étonnant par rapport à ce qu'a dit Arnaud Gallet, que l'État soit aussi faible sur ces sujets-là, alors que le même État dit qu'il faut être sans pitié sur la délinquance des jeunes, met en place des lois de plus en plus répressives, etc. Donc il y a quand même un décalage là politique qui est quand même assez étonnant. Je suis entièrement d'accord avec Mathieu. Julien Théry. Je crois qu'il y a quand même une comparaison qui a été faite en passant par Arnaud Gallet qui peut être révélatrice quand il a parlé de la façon dont les mosquées sont surveillées et les prêches dans les mosquées. On sait très bien qu'elles sont surveillées, justement, ces mosquées, et tous les établissements d'enseignement musulmans. On a suivi d'ailleurs aux médias plusieurs affaires vraiment de persécution d'État contre des établissements privés musulmans qui ont été privés de subventions. Il y a d'ailleurs quasiment, je crois, maintenant plus aucun établissement musulman qui soit sous contrat. Les pouvoirs publics sont d'une vigilance absolument extraordinaire et même inventent en fait des torts à ces établissements, alors qu'ils ferment les yeux, comme on le voit, non seulement sur cette affaire absolument tragique, criminelle, mais il y a bien d'autres cas. Je vous rappelle qu'à Stanislas, par exemple, à Paris, il y a eu pas mal d'affaires, notamment d'homophobie. Il y a une situation dans cet établissement qui est vraiment problématique du point de vue des valeurs, disons, des droits de l'homme, tout simplement, dans la manière dont on s'occupe des enfants. Et Stanislas est protégé par toute la classe politique, notamment par Jean-Michel Blanquer, quand il était ministre. Il faut voir qu'il y a une idéologie derrière qui est celle de l'identité pseudo-judéo-chrétienne. C'est-à-dire que l'État se lave les mains de ces situations et des tragédies qui sont vécues par ces enfants parce que on est plutôt dans une logique, avec l'hégémonie culturelle de l'extrême droite aujourd'hui, qui consiste à valoriser tout ce qui n'est pas musulman, tout ce qui peut apparaître même comme anti-musulman. Et l'Église catholique, pour ça, elle a bon dos. Elle est là, elle est parfaite. Après, ça renvoie aussi au système de clientèle de François Bayrou, je le rappelle quand même, qui est quelqu'un qui s'est toujours présenté, affiché comme catholique, partisan des valeurs traditionnelles, et son implantation en Béarn, évidemment, l'a porté à couvrir ces faits criminels. Alors, j'aimerais, messieurs, qu'on parle aussi de cette loi donc, portée par Gabriel Attal et qui a été adoptée aujourd'hui, une loi qui prévoit de durcir la justice des mineurs, 125 voix pour, contre 58 contre. Cette loi prévoit aussi comparution immédiate des jeunes mineurs, la sanction des parents, une dérogation à l'excuse de minorité à partir de 16 ans. Arnaud Gallet, est-ce que quel regard portez-vous sur ces mesures qui sont adoptées par le gouvernement, enfin qui viennent à l'initiative du gouvernement et qui ont été adoptées? Moi, je trouve ça affligeant, personnellement. C'est-à-dire que je me dis, on est dans un pays qui a l'ordonnance de 45, où on se dit que les enfants, justement, y compris des délinquants, sont des enfants mineurs en danger. Et là, on revient, en fait, sur un des fondamentaux, alors que d'un côté, on nous dit que les chiffres des violences faites aux enfants, les enfants en France sont quand même maltraités, malmenés. Je rappelle qu'il y a un enfant qui meurt tous les 4-5 jours sous les coups de ses parents, qu'il y a 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, un enfant, on dit, toutes les 3 minutes.
Et la priorité aujourd'hui, ça serait de se dire, bah tiens, faut punir rapidement comme si encore une fois la punition c'était la priorité. En fait, ce qu'on ne dit pas en plus à travers cette enfance délinquante, et moi je le sais, j'ai été membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, c'est que en réalité, vous avez aussi énormément de mineurs, ça a été dit, qui, victimes, quand on ne les croit pas, sont confrontés à la justice. Et ça, c'est une situation. Moi, j'étais sorti, je me rappelle, j'avais été en Guadeloupe, à Port-Louis, et vous avez un CEF, donc un centre éducatif fermé, et qui fait un travail remarquable avec un programme. D'ailleurs, c'est le seul qui existe sur le territoire national et donc qui est dans les Outre-mer, donc en Guadeloupe. Il fait un travail remarquable avec les auteurs agresseurs. Savoir que les agresseurs par mineurs. Les agresseurs mineurs, en fait, c'est un agresseur par 11 sur 3 est un mineur. Et on voit bien que le travail qui est fait avec eux, c'est de se dire, comment est-ce que tu en es venu à avoir ce passage à l'acte délinquant, etc., etc. Et très souvent, en fait, la question des violences sexuelles, de l'inceste apparaît, voire d'autres choses. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, plutôt que de se dire qu'il y a une réponse éducative à apporter, qu'il y a quelque chose à voir, on évacue complètement, comme si punir plus allait changer quelque chose. Donc, moi, je suis pas convaincu. Alors après, bien sûr on aime bien surfer sur les faits divers, etc. Dans le fond, encore une fois, il n'y a pas grand-chose. Et je vous dis, quand il s'agit d'agir, comme on le rappelait, pour revenir sur le sujet au niveau de l'Église, quand on dit qu'il y a 330 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, qu'il y a 90% des faits qui sont prescrits, la priorité, ça aurait été de se dire, il faut une justice d'exception pour traiter un massacre de masse. Enfin, je veux dire, 13 enfants par jour, on va être gentil, c'est peut-être pas un crime contre l'humanité, mais quand même, on est dans un truc quand même qui est assez remarquable. Je veux dire, en termes de chiffres, c'est quand même pas mal, c'est un beau score. C'est une boucherie pédocriminelle, et la réponse, c'est rien, en fait, on fait une photo. Donc moi, c'est la question que je pose, et par contre, c'est plus simple et forcément un peu plus populaire de se dire à un moment donné, surtout quand il y a malheureusement un enfant qui se fait assassiner par un autre, de se dire effectivement qu'on va faire une loi, etc. C'est pas les premiers à faire ça, je veux dire, on en a eu d'autres avant qui ont porté ce type de projet de loi. Moi, je trouve ça désolant de ce que ça renvoie en fait des enfants. Je trouve qu'on n'est pas en capacité, à mon sens, de vivre suffisamment avec les enfants, et que systématiquement, on voit plus le problème en fait en eux, là où nous-mêmes, en tant qu'adultes, on n'est pas très au clair en fait avec tout ça. Et des fois, je pense qu'on ne sait pas quelle réponse leur apporter. Je le redis et j'arrête là-dessus et je reviens sur Betaram. Betaram, il y a bien des adultes, des parents qui continuent à mettre leurs gamins à Betaram, alors que franchement, on pourrait se dire... franchement, il y a un risque quand même. Il n'y a pas besoin d'être sorti d'une école de Polytechnique pour se dire qu'il y a un risque à Betaram de mettre son gamin quand il y a 112 plaintes quand même. Je veux dire, non. Ça veut dire que la priorité, c'est quoi ? C'est de mieux punir, etc., d'enfermer, etc. C'est pas nouveau, en fin de compte, tout ça. Pour moi, c'est pas une priorité et c'est de l'enfumage, en réalité. Il se passera pas grand-chose. L'excuse de minorité... Je le rappelle, elle existe déjà en fait dans certains cas, mais très peu utilisée à juste titre, à mon sens, parce que voilà. Donc voilà un peu ma réaction à chaud. On va écouter Gabriel Attal qui porte cette loi et vous le disiez, qui opte lui pour la répression systématique. On l'écoute. Au fond, la question qui nous est posée à la fin de l'examen de ce texte, elle est assez claire. Est-ce qu'on accepte la dérive d'une partie de notre jeunesse ? Est-ce qu'on accepte que chaque semaine, maintenant, en France, on apprenne qu'un jeune a tué un autre jeune pour un téléphone portable, pour un mot ou pour un regard ? Est-ce qu'on croit vraiment que les jeunes de 2025 sont les mêmes que ceux de 1945 ? Alors que les mineurs, aujourd'hui, sont 2 fois plus représentés dans les affaires de coups et blessures que le reste de la population ? Que les mineurs sont 4 fois plus représentés dans les trafics de stupéfiants que le reste de la population, que les mineurs sont représentés 7 fois plus dans les coups et blessures que le reste de la population. Pour nous, la réponse est non. Mathieu, cette réponse répressive de l'État vis-à-vis d'un phénomène qui s'appuie, on le sait aussi, surtout sur des faits divers, une réponse répressive, comment vous jugez cela ? Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Gabriel Attal, c'est quand même lui, quand il était Premier ministre, qui a dit cette fameuse phrase « tu casses, tu répares ». Voilà, donc on était... on est retourné avant mai 68 avec ce discours-là. Donc c'est du populisme, c'est une vision complètement réactionnaire, dépassée de la manière dont un pays doit traiter ses enfants. C'est aussi, en effet, ça s'accompagne aussi de la montée des idées réactionnaires, des idées de droite dure, d'extrême droite, etc., qui sont toutes
qui ont tout un lien, c'est l'autoritarisme, l'obsession autoritaire, notamment vis-à-vis des jeunes. Il y a la montée de ce que Pierre Bourdieu appelait la fait-diversion de la politique, c'est-à-dire l'instrumentalisation de faits divers épouvantables. Il y a un effet de loupe aussi sur ces faits divers. Et on prend des faits divers et on dit, regardez, la France est à feu et à sang. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a moins de violence des jeunes que dans les années 90, par exemple. Beaucoup moins. Je crois que c'est 80 000 faits de moins. Exactement. Voilà. Donc déjà, premièrement, c'est faux. Et ensuite, et là je rejoins ce que disait Arnaud Gallet, au fond, cet autoritarisme, ce populisme, c'est aussi une manière de ne pas regarder notre responsabilité en tant que société sur le fait que s'il y a des jeunes qui sont à la dérive, s'il y a des jeunes qui commettent des violences, s'il y a des jeunes qui volent ou que sais-je encore, c'est d'abord la responsabilité de la société, parce qu'un enfant n'est jamais responsable, et qu'un enfant est d'abord une victime. Et qu'il y avait cette idée, qui était encore très importante il y a quelques décennies, qui était que c'est aussi notre propre responsabilité, qu'il faut qu'on regarde notre responsabilité en face. Il y a évidemment la question des inégalités, la question que Arnaud Gallet a évoquée sur les violences qu'on inflige aussi aux enfants, etc. Et ça, on se refuse de regarder ça. Et on préfère dire quoi ? On préfère dire il faut punir, il faut plus de punitions, etc. Et j'ajoute que dans ce projet de loi, il y a quand même la punition collective pour la famille. Il y a cette idée qui était avant défendue par Marine Le Pen, c'était et Éric Zemmour également. D'aller couper des voilà. Alors c'était un débat notamment. qu'il y avait eu dans les années 80-90. Mais finalement, ça n'avait pas abouti. Donc, c'est un débat qui revient. Et l'idée qu'il faut couper les aides, le logement social, etc., aux familles, parce que pour les méfaits qu'aurait commis un des membres de cette famille, un des enfants, etc. Ce qui est une mesure déjà inhumaine, je trouve, à mon sens. Elle est très grave du point de vue des droits humains. Mais c'est ensuite une mesure complètement contre-productive, parce qu'on rend la vie encore plus difficile à une famille qui est déjà, dont beaucoup, dans les cas qui sont sûrement concernés, qui sont déjà dans des situations de très grande précarité ou fragilité. Donc on va dans le mur, mais je le redis, ça ne m'étonne absolument pas vu l'ambiance populiste qu'il y a dans le pays actuellement. Alors avant de te donner la parole, Julien, j'aimerais qu'on écoute Elsa Faucillon qui dit aussi qu'il y a une instrumentalisation des drames et des faits divers en France avec cette loi notamment. Nous refusons que les drames qui touchent des familles soient utilisés pour des réponses démagogiques à des problèmes complexes. Nous refusons que ceux qui ont acté l'été dernier, et vous en particulier, Monsieur Attal, lorsque vous étiez Premier ministre démissionnaire, avaient acté la suppression de 500 postes de personnel socio-éducatif de la protection judiciaire. Vous ne pouvez pas vous draper de responsabilité quand vous avez commis ces actes. Vous êtes irresponsable face aux drames qui touchent la jeunesse. Nous refusons un texte qui part d'un débat faussé et fustige une justice des mineurs sous-financée sous vos responsabilités. Non, la justice des mineurs n'est pas laxiste. Elle rêve de jugements appliqués et financés pour qu'ils soient appliqués. Et oui, il y a des problèmes dans la jeunesse. Et vous n'avez jamais été aussi nombreux lorsque nous abordions dans le cadre du budget les moyens nécessaires pour les traiter. Je parle de la santé psychique des jeunes. Je parle de l'explosion du suicide chez les jeunes et de la nécessité de débloquer des moyens pour la prévention. Oui, nous voterons cette motion de rejet. Merci. Julien, c'est un écran de fumée, cette loi, pour cacher des problèmes encore plus graves, notamment, comme le disait Elsa Faucillon, en termes de financement, justement, de l'accompagnement socio-culturel, on va dire, de cette jeunesse, que de chercher plutôt le tout répressif. Il y avait quelque chose de vraiment indécent et en même temps risible à entendre ce garçon, Gabriel Attal, dire pique-pente de la jeunesse qui ne se comporte plus comme il faudrait, alors que lui-même a été éduqué dans le coton à l'école alsacienne, à un établissement privé extrêmement célèbre. On sait, la presse en faisait état, qu'à 20 ans, il était millionnaire, propriétaire à Paris grâce à son argent de famille. Et il vient mettre en avant, effectivement, une peur, enfin essayer d'attiser une
peur du jeune, qui, à défaut d'autorité, à défaut d'autoritarisme, donc, serait dangereux. Bon, c'est évidemment absolument pitoyable. On le rappelait tout à l'heure, c'est évidemment cette proposition de loi une mesure pour faire plaisir à l'extrême droite, qui est du même ordre que les mesures racistes, que les lois contre l'immigration. Ce sont des thèmes qui sont destinés à consolider l'alliance entre le gouvernement actuel et le Rassemblement national, et puis à attiser dans l'opinion ce type de logique. Mais l'extrême droite, justement, qui salue, qui dit que ce texte ne va même pas suffisamment loin, mais qui salue déjà le fait qu'on durcisse encore plus les mesures répressives. Comme avec la plupart des lois de ce type qui passent, ils se demandent ce qu'il va leur rester à faire quand ils vont arriver à leur tour au pouvoir. Mais évidemment, ce qui est très important, que tu soulignais, Fabrice, en reprenant ce que disait Elsa Faucillon, c'est que ce qu'il y a derrière ces mesures de plus en plus répressives contre les jeunes, c'est, pour le dire clairement, un traitement carcéral, répressif de la question sociale. Et c'est le même Attal, comme le disait très bien Elsa Faucillon, et les gouvernements Macron, mais avant les gouvernements Hollande et Sarkozy, qui détruisent les sécurités collectives, qui détruisent la psychiatrie, qui détruisent, par le sous-financement toujours, la protection de l'enfance, qui d'un autre côté, et ça c'est une logique néolibérale, qui d'un autre côté vont traiter les problèmes sociaux qui en découlent par la répression, par la prison, par des mesures de sévérité. Je rappelle que ce modèle, il existe depuis très longtemps aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a un quart des jeunes adultes de sexe masculin noir qui vivent en prison. Parce que c'est les populations qui sont complètement démunies, qui présentent le plus de problèmes sociaux et donc dans lesquels il y a le plus de délinquance. Et au lieu de traiter ça par un État social, on traite ça par la répression carcérale. C'est le programme de ce gouvernement, comme c'était déjà le programme des gouvernements précédents, malheureusement. Arnaud, il y a un enfumage d'aller comme ça renforcer les mesures répressives au lieu, comme le disait Elsa Faucillon, d'apporter plus de moyens à la protection, à l'éducation, à l'épanouissement socio-culturel d'une jeunesse. Oui, après, ce qui est sûr, vous savez, de manière très simple et symptomatique, on n'a pas de ministère des enfants, etc., tel qu'on le demandait. On doit satisfaire aujourd'hui, parce qu'on a poussé d'un haut commissariat à l'enfance, qui est en train de naître, apparemment, on ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans. Et donc, on voit bien, ce n'est pas une priorité. Donc, ça veut dire que les enfants ne sont pas une priorité, malgré tout ce qui peut être dit. Donc, bien sûr qu'il y a une forme d'enfumage. Moi, je pense que nous, effectivement, nous sommes inquiets en tant qu'association par rapport à ça. Beaucoup, en fait, disent aujourd'hui, et c'est pas nouveau. Je rappelle quand même que sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on avait dû pousser, à la suite d'un reportage sur France 3, d'ailleurs, sur l'aide sociale à l'enfance, avec notamment Lies Loufoque, etc., on avait dû pousser pour qu'il y ait déjà la nomination d'un secrétaire d'État à l'enfance. Et là, dans le gouvernement Bayrou, on s'est rendu compte, nous, forcément, tout de suite, qu'il n'y avait pas de ministère. Donc, on a posé la question, on s'est mis un peu à râler, qu'on aime bien dire que les associations râlent, donc il n'y a pas de problème. Et on a aujourd'hui, a priori, on ne sait pas trop en fait quelle est la fin, un haut commissariat à l'enfance. Et juste pour donner mon décryptage, ce que je trouve hyper intéressant, il y a eu, une circulaire qui a été faite sur ce haut commissariat où ils ont pointé, les institutions avec lesquelles le commissariat va travailler. Vous savez quoi ? La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants n'apparaît même pas parmi les institutions. C'est-à-dire qu'on se dit même quelque chose qui semble fondamental, qui a été mis en place par Emmanuel Macron lui-même, n'apparaît même pas dans un lien qui semble tellement évident avec le Haut-Commissariat à l'enfance. Donc ça montre bien en fait le peu d'intérêt. C'est peut-être un oubli, j'en sais rien, parce qu'on peut oublier beaucoup de choses. Mais si vous voulez, ça montre le peu d'intérêt qu'on porte en fait à ces questions-là. Et donc c'est bien sûr, c'est plus simple de se dire évidemment un État sécuritaire, etc., etc. On sait bien qu'au niveau des enjeux, au niveau des enfants, au niveau des familles, c'est pas comme ça en fait qu'on va apporter la meilleure réponse. Au contraire, on va augmenter en fait les écarts, on risque de créer encore plus de colère, se retrouver peut-être avec encore plus de violence, parce qu'on voit bien que dans certains quartiers, vous savez, moi j'ai grandi dans les quartiers nord de Paris, on voit bien déjà qu'il y a des endroits un peu où des personnes sont laissées pour compte. Et ben on va continuer à agrandir ce fossé-là, là où on devrait en fait faire en sorte de vivre toutes et tous dans une république unie, etc. Avec cette idéologie-là, moi je trouve qu'effectivement il y a une vraie inquiétude à avoir. Et les enfants traités de la sorte, malheureusement, ça peut donner des adultes par la suite qui sont quand même très en colère. Et donc, ça doit nous interroger en fait sur toute la place qu'on donne en fait à la violence dans la société. Je rejoins ce qui a été dit, Mathieu l'a dit à plusieurs reprises, je suis entièrement d'accord avec lui sur la question. Déjà, au niveau des établissements, toute l'idéologie qui est derrière, etc. On parlait de Bétarame, on aurait pu parler d'ailleurs du village d'enfants de Riomont et de bien d'autres établissements. On a parlé aussi de Stanislas, toute cette idéologie. On voit bien que ça appartient en fait au même monde, en fait, tout ça. C'est-à-dire que si tu casses,
Enfin voilà, il y a quand même cette idéologie-là derrière, et on se dit c'est pas possible, quoi. À un moment donné, on est en 2025 et on a l'impression effectivement de faire marche arrière. Là, on aurait pu effectivement avancer. Et j'arrêterai vraiment là-dessus. Je dirais même que ces mesures prises en France sur les droits des enfants, elles sont contraires à la Convention internationale des droits de l'enfant, qui précise bien que les enfants sont vulnérables et qui dit bien effectivement que les enfants doivent être accompagnés, etc. Enfin, tout ça, c'est un engagement que la France a pris, et c'est plus simple de reculer aujourd'hui parce que y a une tentation. Moi, je rejoins la tentation qu'il y a effectivement à faire des alliances avec l'extrême droite à un moment donné. Il y a une vraie vigilance, à mon sens, à avoir. On sait bien que l'extrême droite ne va pas avec les droits des enfants, avec la Convention internationale des droits des enfants, notamment parce que la question de la lutte contre les discriminations et bien plus, c'est pas leur priorité, bien au contraire. Et donc voilà, pour nous, effectivement, il y a en tout cas une vraie inquiétude. Il y a et de l'enfumage et un jeu dangereux, en fait, aujourd'hui, qui est joué, d'alimenter, en fait, ce type de discours qui peut être repris d'ailleurs au quotidien et dont les enfants, malheureusement, après, sont exposés. Merci beaucoup Arnaud Gallet, ce sera le mot de la fin, activiste des droits de l'homme, de l'enfant, pardon, et civise des droits de l'homme, des droits humains, on peut le dire. Des droits humains, et aussi ancien membre de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Merci Julien, merci Mathieu, merci. Et merci à vous d'avoir regardé Toujours Debout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous nous regardez sur YouTube ou via mail, si vous nous regardez à la télévision, continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre et indépendante. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez membre de notre sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr.